Alors, docteur Julien Poitras, vous exercez comme médecin d'urgence à l'Hôtel-Dieu de Lévis. C'est une de nos villes qui est dans la région de Québec. Mais vous occupez le poste de vice-doyen aux études médicales postdoctorales. Nous vous rencontrons aujourd'hui parce que vous avez été amené à assumer un rôle clé au niveau d'une instance de concertation entre les facultés de médecine au Québec, les fédérations de médecins et le ministère de la Santé. Nous allons revenir là-dessus dans les prochaines minutes. Les médecins au Québec, comme dans le reste du Canada, sont rémunérés par l'État et pourtant, ils n'ont pas de statut de fonctionnaire. Pourriez-vous nous clarifier comment les médecins exercent leur profession dans ce contexte? Effectivement, Dr. Girard, comme vous mentionnez, notre système est un système public, donc les médecins qui sont en activité actuellement au Québec demeurent des travailleurs autonomes, donc ils sont en activité soit dans des établissements ou dans le contexte d'une pratique de la médecine familiale dans des établissements privés. Et à ce moment-là, donc leur pratique va s'établir de cette façon-là. Il faut comprendre cependant que malgré tout, il y a vraiment un contrôle de la qualité qui est fait par les pairs, donc certaines organisations, soit au niveau québécois, on pense au Collège des médecins du Québec, mais également dans les établissements, soit par les CMDP, vont s'assurer donc d'une qualité de la pratique et vont s'assurer qu'il y a un contrôle de la qualité qui est fait. Cela implique-t-il que les médecins sont des employés de l'État? Non, ce sont effectivement des travailleurs autonomes, donc des professionnels autonomes qui vont agir ainsi. Il y a une rémunération qui est étatique, cependant, qui est faite par la Régie de l'assurance maladie du Québec, donc qui vont verser des salaires et donc une rémunération aux médecins qui sont en activité, mais ils ne sont pas donc de cette façon-là salariés de l'État directement. Parlez-nous de l'éducation médicale dans ce contexte. Donc, il faut vraiment voir qu'au Québec, l'éducation médicale se fait via 4 facultés de médecine, donc qui sont réparties géographiquement donc, dans la province. Ces facultés de médecine-là, l'an dernier, ont accueilli 879 étudiants, donc qui sont entrés en médecine et qui ont débuté leur cours de médecine. Et l'an prochain, on offrira 910 postes d'entrée en résidence pour donc les étudiants qui vont graduer au cours de la prochaine année. Il faut voir également que les postes d'entrée en résidence 75% à peu près de ces postes-là sont offerts dans des spécialités qui sont soit la médecine familiale ou des spécialités dites généralistes ou de base au Québec. Juste peut-être une petite précision, les spécialités de base, on parle de quelle spécialité? On parle donc de médecine interne, chirurgie, anesthésie, gynécologie, obstétrique, donc des spécialités dites plus généralistes, donc où le niveau d'activité va être habituellement réparti partout sur l'ensemble du territoire québécois, autant du côté urbain que du côté plus rural. Comment se planifient les postes d'entrée en résidence pour mieux rencontrer les besoins de la population? Alors, il faut vraiment voir que ça se fait en concertation. Donc, il y a une table de concertation sur les effectifs médicaux, donc qui est animée par le ministère de la Santé, mais qui regroupe l'ensemble des parties qui sont intéressées par la question des effectifs, la question également des entrées en résidence. Donc, les fédérations médicales sont présentes, le ministère de l'Enseignement, les fédérations étudiantes également sont autour de la table, ainsi que les 4 facultés de médecine, et on discute à ce moment-là donc de nos besoins et également on analyse les réalités de ces différents partenaires-là pour en venir à déterminer le nombre d'entrées en résidence. Alors, quel est justement le rôle de cette table de concertation qui implique le ministère, les fédérations de médecins? C'est vraiment un rôle d'analyse en fonction des données qui sont disponibles sur les médecins qui sont en pratique actuellement, sur les médecins également qui sont en formation. On tente de définir quels sont les besoins pour les prochaines années et on détermine de façon consensuelle le nombre de postes d'entrée qu'il y aura dans chacune des spécialités qui sont en activité au Québec. Sur quelle base sont attribués les postes par spécialité, par faculté de médecine? Cette table de concertation-là a quand même un long historique et si on regarde vraiment les dernières années, on a vraiment évolué vers une approche populationnelle où on détermine quels sont les besoins de la population en fonction du vieillissement de cette population-là, en fonction également des médecins qui sont en pratique et on est capable d'arriver à des recommandations et de s'ajuster sur vraiment le nombre d'entrées en médecine, un nombre d'entrées qui a été rehaussé de façon importante dans les dernières années pour justement répondre aux besoins. D'accord.
Peut-on justement prioriser certaines spécialités qui seraient en pénurie avec cette approche? Tout à fait. On l'a fait récemment. Dans les dernières années, on a constaté qu'il y avait une pénurie au niveau de la médecine familiale. On essaie de viser un nombre de médecins en pratique qui soit équivalent, donc 50 en médecine de famille et 50 en médecine dans les autres spécialités. Et on en est arrivé à conclure qu'il fallait vraiment rehausser de façon importante le nombre d'entrées en médecine familiale. Donc, on a à partir de l'an prochain, donc 50 de postes d'entrée en résidence qui vont être offerts en médecine de famille et 50 dans les autres spécialités. Donc, on vise donc pour 2017 une proportion de 55 d'entrée en médecine de famille et 45 d'entrée dans les autres spécialités. D'accord. Utilise-t-on justement un modèle prédictif pour planifier les effectifs médicaux à ce moment-là? Le modèle existe? Il y a un modèle effectivement qui a été travaillé, je vous dirais, dans les 2 dernières années. Le ministère est arrivé avec un modèle prédictif relativement complexe où on prend en compte justement les gens qui sont en formation actuellement, mais également les attritions au niveau de cette formation-là, les arrivées historiquement qui se sont faites par d'autres voies que les facultés de médecine, et on tente de prédire en fonction donc du vieillissement de la population, des modulations d'activité également des médecins en pratique, qu'est-ce qu'il en sera dans 20 ans. Et on va s'ajuster donc à partir de cette année en fonction d'une revision de ces calculs-là, et on va faire varier également certains éléments de ce modèle-là pour en arriver à une meilleure prédiction possible. En lien avec les besoins médicaux, particulièrement de populations qui résident dans des régions excentrées ou éloignées, de quels moyens disposons-nous justement pour faire face à cette réalité? En fait, depuis une quinzaine d'années, au niveau du gouvernement, il y a vraiment un travail qui est fait au niveau de la planification des effectifs, à savoir que actuellement, pour un médecin qui termine, il ne peut pas s'installer où il le désire, dans le sens qu'il y a un certain nombre de postes qui sont déterminés, autant en milieu urbain qu'en milieu rural, et c'est dans ces postes-là qu'un médecin doit s'installer pour sa pratique. Donc, ça a amené une certaine coercition, je dirais, au niveau de l'installation des médecins, et qui a voulu donc favoriser une installation en région, une réponse aux besoins de la population dans ces régions. Justement, est-ce qu'il y a des possibilités d'effectuer des stages rémunérés, reconnus, validés à l'extérieur des milieux universitaires en région? Tout à fait. Puis il y a même des obligations. Il y a certaines spécialités de base, donc entre autres en médecine de famille, en médecine interne, en chirurgie, en anesthésie. Donc il y a des stages obligatoires, à tout le moins un minimum de 3 mois, qui doivent être effectués en région. Il y a des possibilités également pour plus de stages qui peuvent se faire en région. Il y a un étudiant qui aurait vraiment un désir très spécifique de faire plusieurs mois en région. Il n'y a aucune restriction à ce niveau-là. Il n'a qu'à s'entendre avec son directeur de programme. Il pourra être rémunéré et assurer une très grande partie de sa formation en région. On a plusieurs unités de médecine familiale également qui sont distribuées en région et qui permettent donc justement de donner à ces résidents-là vraiment une bonne idée de la pratique en région, et on a des succès également pour ce qui est de l'installation de ces résidents-là en pratique régionale par la suite. Et en corollaire, existe-t-il des incitatifs à exercer la médecine en région éloignée et faire en sorte que des médecins s'y installent? Effectivement, il y a des incitatifs financiers qui sont déjà présents dans les ententes de rémunération avec la Régie de l'assurance maladie du Québec et qui permettent effectivement à des médecins qui pratiquent en région d'obtenir des bonifications au niveau salarial. Il faut dire également qu'il y a toute une approche également qui est prise par les différentes régions pour attirer des médecins en région. Donc, on s'assure de leur vendre de façon satisfaisante et de façon intéressante les différentes régions et de développer chez eux donc un intérêt pour la pratique en région. C'est un intérêt souvent qui va se développer au niveau de la formation. Donc, les stages que les résidents vont pouvoir effectuer en région vont souvent être très payants vis-à-vis de l'installation éventuelle en région. Vous nous avez parlé tout à l'heure de ce ratio 55-45 concernant la politique pour favoriser la médecine de famille dans nos entrées en résidence. Comment se profile justement cette planification pour les prochaines années? Tout à fait. C'est une volonté ferme de la table de concertation qui a été bien clairement émise. C'est une volonté également du ministre et du ministère d'en arriver pour 2017 à une répartition de 55 d'entrée en résidence, donc en médecine de famille, et 45 dans les autres spécialités. Donc, c'est ce qui devrait se faire. C'est clair que ça nécessite cependant beaucoup de travail au niveau des ressources. Il faut s'ajuster parce que ces postes-là ne sont pas nécessairement disponibles actuellement dans notre réseau d'enseignement. Donc, on travaille au niveau des facultés de médecine actuellement à développer de nouvelles opportunités de formation en médecine familiale. Une bonne partie de cette formation-là qui devra se faire également du côté des régions.
Cette politique 55-45 doit-elle être nécessairement coercitive pour les étudiants? Elle va l'être jusqu'à un certain point, dans le sens où, au-delà d'un certain nombre de postes offerts dans les autres spécialités, il n'y en aura pas d'autres de disponibles. Donc, il y a un travail, effectivement, comment dire, d'information qui va devoir se faire de façon très précoce au niveau de l'entrée en médecine, à savoir qu'il y a cette décision-là qui a été prise et que les cohortes qui commencent, qui débutent leur médecine à partir des prochaines années vont devoir s'attendre à ce que ce soit l'offre de poste en résidence qui, effectivement, est offerte. Il y a tout un travail également de valorisation de la médecine familiale qui est déjà en route et qui va devoir continuer de se faire et s'accentuer afin de permettre à ces étudiants-là de voir les bénéfices d'une pratique de la médecine familiale, les aspects académiques également qu'on oublie souvent, donc l'enseignement de la médecine de famille, la recherche en médecine familiale. D'accord, très intéressant. La question aussi qui nous vient à l'esprit, est-ce qu'on arrivera à combler l'ensemble de ces postes disponibles dans les 4 facultés de médecine? Je me réfère à la médecine de famille sans que ce soit au détriment des autres spécialités? En fait, c'est une préoccupation qui est bien entendu présente au niveau de la table de concertation, au niveau des facultés de médecine actuellement. Je vous dirais qu'on est autour d'un comblement de 90 % des postes d'entrée en résidence qui sont offerts en médecine familiale actuellement. On vise à conserver à peu près cette donnée-là et c'est prévu également dans le modèle prédictif qui a été travaillé par le ministère. On a à peu près 93 % des postes d'entrée dans les autres spécialités qui sont actuellement comblés, donc il faut vraiment voir qu'il y a un surplus de postes également qui est offert d'entrée de jeu au niveau donc des postes de résidence et donc ça fait partie des choses qu'on va devoir prendre en compte.